dans sa vie précédente, à 32 ans, Rod s'était réincarné dans ce monde. Là-bas, il est devenu le seul nécromancien, maîtrisant les arts interdits de la mort et commandant une armée de milliards de morts vivants. Il était l'archimage le plus puissant que ce monde ait jamais connu, les morts vivants qu'il invoquait étaient invincibles, et sa légion pouvait écraser tout sur son passage, aucun adversaire ne pouvait lui résister. Son pouvoir dépassait depuis longtemps toutes les menaces nationales, mais ceux qui tentaient de l'éliminer ne comprenaient pas encore l'étendue de sa force. Juste au moment où il s'apprêtait à libérer un sort interdit qu'il ne maîtrisait pas totalement, il fut soudainement renvoyé dans le passé. Une servante appelle précipitamment Rod, l'exhortant à se dépêcher sous peine de subir à nouveau la colère du Seigneur. Le ton est à la fois inquiet et pressant, soulignant l'urgence de la situation. Rod s'excuse poliment et demande à Léa de partir devant, promettant de le rejoindre immédiatement. Son regard reste calme et confiant malgré la tension ambiante. Elle est surprise et troublée de voir le jeune maître Rod s'excuser et lui sourire, ce qui contraste avec l'image froide et lâche qu'elle gardait de lui. Cette nouvelle attitude remet en question ses souvenirs passés. Le regard déterminé et plein de confiance, Rod se jure de prendre son destin en main. Cette fois, il est prêt à tout changer de ses propres mains, sans laisser place au doute. Sa résolution marque un tournant décisif dans son combat. Le baron Shiro Morris, père de Rod, le réprimande sévèrement pour son retard et le soupçonne de chercher une excuse pour éviter ses études. Son regard dur et son ton accusateur imposent une pression supplémentaire sur le jeune maître. Le jeune maître affirme avec fermeté qu'il n'a aucune intention de négliger ses études, répondant ainsi aux accusations de son père. Sa voix porte la détermination d'un homme prêt à assumer ses responsabilités. Avec une détermination renouvelée, le jeune maître garantit qu'il ne manquera plus aucune leçon à partir de maintenant. Cette promesse marque un engagement ferme envers ses responsabilités, une expression rarement vue depuis des années refait surface sur son visage. Léo Morris, le frère aîné de Rod, le réprimande sévèrement, lui reprochant son manque d'implication. Il lui rappelle brutalement que ce comportement est incompatible avec l'héritage de la maison Morris. Son ton est à la fois dur et déçu, soulignant la gravité de la situation. Une voix s'élève pour calmer la tension, rappelant à Léo sa position d'aîné et l'invitant à faire preuve de plus de douceur envers son frère. Cette intervention souligne l'importance des responsabilités liées à l'aîné dans la famille. Steve Morris, avec douceur et bienveillance, invite Rod à manger, lui tendant un morceau de viande. Le jeune homme la remercie avec gratitude. Touché par cette attention, il se remémore alors la gentillesse constante de sa sœur, fidèle à ce qu'il en gardait en mémoire. Dans ses souvenirs, il se remémore que pour sauver la famille Morris en déclin, elle fut contrainte à un mariage politique avec la maison Gorbet, mais cette alliance cachait un sombre secret. Gorbet pactisait avec des démons et la sacrifia à l'un d'eux, causant une mort atroce. Rod, marqué par cette révélation, serre fermement son morceau de viande, la colère et la douleur visibles dans son regard. Lady Della Morris reproche à Rod son retard habituel, affichant un air sévère et exigeant. Son regard perçant souligne l'autorité qu'elle exerce sur lui. Une jeune femme intervient pour défendre Rod, expliquant que c'est de sa faute s'il est en retard. Elle révèle qu'elle lui donnait un cours de théorie magique la nuit précédente et qu'ils ont perdu la notion du temps. Lady Della Morris interrompt brusquement la conversation, exigeant le silence avec autorité. Elle reproche à Steve de défendre Rod en inventant des excuses pitoyables pour justifier son retard. La tension monte alors que la jeune femme semble déstabilisée face à cette réprimande. Lady Della Morris, d'un ton glacial, déclare que la maison Morris ne tolère pas les parasites inutiles qui passent leur temps à ne rien faire. Elle prévient que sa patience est à bout et lance un ultimatum. Si Rod ne maîtrise pas la magie en une semaine, il sera exclu de la famille. Elle s'insurge contre l'ultimatum d'une semaine, le jugeant beaucoup trop court. Elle rappelle que même son frère Léo, considéré comme un génie, avait mis un mois entier pour maîtriser le mana à l'âge de Rod et devenir un archimage apprenti. Lady Morris rappelle à Sif que Léo a maîtrisé le mana dès l'âge de 9 ans, tandis que Sif a appris la magie à 10 ans. Elle souligne que Rod, déjà âgé de 12 ans, n'a aucune excuse pour son retard et le qualifie de parasite inutile. Elle termine en lançant une accusation implicite, suggérant que Sif pourrait vouloir renier le nom des Morris. Sif, visiblement troublée et en sueur, répond avec hésitation qu'elle n'oserait jamais renier le nom des Morris. Son regard baissé trahit son conflit intérieur face aux accusations. Sif, choqué et en colère, s'adresse vivement à Rod, lui demandant s'il a perdu la raison et s'il réalise ce qu'il vient de dire. Son expression trahit son incrédulité face à ses paroles. Le jeune Rod, affichant un sourire confiant et un regard déterminé, défie sa mère en lui demandant ce qu'il adviendrait s'il maîtrisait la magie en une semaine.
son attitude audacieuse trahit une volonté farouche de prouver sa valeur malgré les reproches. Avec un air calme et presque désintéressé, elle lance un défi à Rod, s'il parvient à maîtriser la magie en une semaine, elle exaucera n'importe quelle demande qu'il formulera. Sa proposition laisse entendre qu'elle doute de sa réussite, mais ouvre une porte à une possible rédemption. Avec un sourire déterminé, il scelle le marché en acceptant le défi lancé par sa mère. Sa confiance éclate dans la pièce alors qu'il réclame la permission d'entrer dans la tombe des héros s'il réussit à maîtriser la magie en une semaine. Son audace marque un tournant décisif dans leur confrontation. Sa famille accepte finalement le défi en posant une condition stricte, s'il maîtrise la magie en une semaine, il pourra accéder à la tombe des héros. Cette décision marque un tournant crucial, offrant une chance rare et précieuse au protagoniste. Elle méprise ouvertement son fils, le traitant de bon à rien indigne de la bénédiction des héros déchus. Elle le prévient froidement qu'il ferait mieux de préparer ses affaires et de quitter la famille Morris. Alors qu'il marche dans la cour du domaine, une voix s'élève, reprochant au protagoniste de ne pas avoir simplement présenté des excuses à sa mère. On lui fait remarquer que cela aurait peut-être évité son expulsion de la famille. La sœur du protagoniste exprime son exaspération face à son audace, doutant qu'il puisse maîtriser la magie en une semaine, un exploit que même Léo n'a pas réussi. Le jeune homme tente de répondre, visiblement un peu gêné. Elle révèle qu'elle a économisé une somme importante au fil des années, assez pour que son fils puisse vivre confortablement dans le royaume de Tati. Même s'il quitte la maison Morris, elle lui ordonne ensuite de l'attendre là. Rod, surpris et un peu désemparé, appelle sa sœur en espérant qu'elle ait un minimum de confiance en lui. Malgré la tension, il cherche à obtenir son soutien face aux doutes qu'elle exprime. Rod réfléchit à son incroyable chance d'avoir été réincarné. Il admet qu'il n'aurait jamais cru pouvoir accomplir ce que même Léo n'a pas réussi. Déterminé, il se rappelle sa décision de tout changer et se prépare enfin à passer à l'action. Rod avance vers l'avenir avec une nouvelle résolution, prêt à concrétiser ses ambitions. Rod révèle que pour invoquer des morts vivants, la tombe des héros est l'endroit idéal. Il confie aussi qu'au cours de sa vie précédente, il a découvert par hasard qu'une figure légendaire y reposait. Pour l'instant, le protagoniste doit se contenter d'affronter un boss monstre dans la forêt derrière le château. Il se prépare mentalement à ce défi imminent, conscient que ce combat sera crucial. Rod explique que toutes les classes sont réparties en 8 grands niveaux, selon la qualité et la quantité de mana dans le corps. Ces paliers vont de l'intermédiaire jusqu'au légendaire, en passant par des stades comme grand maître, sage ou saint. Chaque niveau correspond à une puissance et un statut distinct dans ce monde. Chaque archimage légendaire a accompli des exploits immortels qui ont marqué l'histoire. Avant sa renaissance dans ce monde, le protagoniste était un nécromancien bien au-delà du niveau légendaire. Pour lui, les niveaux n'ont plus aucune importance, seul le titre de « plus fort » compte. Avec son mana actuel, le protagoniste ne peut invoquer qu'un seul mort-vivant, mais son statut de souverain des morts-vivants demeure intact. Ce boss de Baran, un Heurtrandé, devrait posséder la puissance d'un archimage débutant de son vivant. Rod se tient droit, irradiant d'une énergie électrique intense qui déchire l'air autour de lui. Son regard, à moitié obscurci, reflète une détermination farouche. Il se promet de devenir assez puissant pour impressionner sa mère. Rod concentre son énergie et ordonne à son serviteur de s'éveiller de son sommeil éternel. Une aura électrique entoure sa main, signe de la puissance qu'il déchaîne pour invoquer son allié. Une énergie bleutée et intense se déchaîne, illuminant l'espace autour de lui. Rod ordonne avec autorité à son allié de se soumettre et de reconnaître sa puissance. Cette invocation marque le début d'un lien indéfectible entre le maître et son serviteur. Un rugissement puissant déchire l'air alors que le serviteur s'éveille enfin, libérant une énergie dévastatrice. Ce monstre imposant, nommé Heurtsplité, se révèle être un boss de Baran, prêt à obéir à son maître. La scène marque l'apparition d'un allié redoutable dans la quête du protagoniste. Un redoutable boss de monstre de Baran, l'Heurtrandé, une créature morte-vivante, fait son apparition. Il maîtrise des compétences terrifiantes comme la charge de lave, l'enfer rugissant et l'éruption sismique. Son rugissement annonce une attaque imminente, le Euroharing Inferno. Rod révèle qu'en tant que nécromancien, il peut utiliser les compétences de ces morts-vivants à un certain degré. Même si sa puissance est affaiblie, cela suffit à démontrer qu'il maîtrise la magie. Rod affiche un sourire confiant face à son puissant allié mort-vivant. Ce dernier le reconnaît comme un maître redoutable, tandis que le protagoniste apprécie la force de son compagnon. Avec son mana actuel, notre héros ne peut invoquer qu'un seul Heurtrandé. Il réalise qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour renforcer sa puissance. Rod,
Concentré, fait appel à son Earthrandé, une énergie glaciale qui émane de sa main, il se montre confiant, estimant que cette puissance suffira à tenir sa mère stricte à distance, son regard déterminé reflète sa volonté de progresser malgré les limites actuelles de son mana. Le tombeau des héros existait bien avant la fondation du royaume de Tati, selon la légende, il s'agit du dernier lieu de repos des anciens héros humains, les sages y ont scellé leur pouvoir restant, attendant que des descendants dignes viennent les réclamer. On raconte que si un jeune prodige attire l'attention des âmes héroïques scellées dans le tombeau, il reçoit une bénédiction et qui le met sur la voie du véritable pouvoir, c'est pourquoi chaque jeune du royaume de Tati rêve de pénétrer dans ce lieu sacré pour obtenir cette faveur. Cependant, en tant que nécromancien maîtrisant des arts tabous, Rod ne cherche pas simplement à obtenir la bénédiction des âmes héroïques, il vise bien plus, réveiller l'entité puissante qui repose dans le tombeau des héros. La jeune femme, visiblement agacée, réprimande son frère qui s'est éloigné sans attendre, ce dernier, en souffrance, lui demande de l'aide en criant que ça lui fait mal. La sœur, ferme et déterminée, ordonne à son frère de se reposer quelques jours et de cesser d'énerver leur mère, elle promet également d'intervenir auprès de cette dernière pour annuler son exil, mais le frère, épuisé, lui demande de ne pas se donner cette peine. Rod, avec un sourire confiant, rassure sa sœur en lui affirmant qu'il ne sera pas exclu de la famille, il lui avoue qu'il ne supporterait pas de la quitter, montrant ainsi son attachement profond malgré les tensions. Une domestique descend rapidement les escaliers pour prévenir notre héros que sa leçon de magie va bientôt commencer, l'heure est venue pour lui de se préparer à ce nouvel apprentissage. Rod donne l'ordre à Léa de le guider, la domestique, attentive, répond rapidement et l'invite à la suivre sans attendre. Elle réalise que même Léo n'a pas réussi à changer les choses, et que parler ne suffira pas, elle envisage alors de supplier leur mère pour obtenir sa clémence. Le plus jeune fils du baron Anta s'adresse avec mépris à notre héros, le traitant de bon à rien qui sèche les cours, il se moque de lui en évoquant son probable renvoi de la famille Maurice, affichant un sourire arrogant. Le professeur annonce solennellement le début du cours, appelant Rod à reprendre rapidement sa place, l'heure de la leçon de magie est officiellement lancée. Dans sa vie passée, notre héros était constamment moqué pour son incapacité à contrôler le mana, malgré sa renaissance, rien n'a changé autour de lui, et il reste la cible des mêmes railleries. Rod s'incline poliment en s'excusant de son retard, il adresse un salut respectueux à Rod, montrant sa volonté de rester courtois malgré les tensions. Le professeur, d'un ton posé, invite Rod à prendre rapidement place, cette politesse inhabituelle de la part du jeune homme surprend le maître, qui ne s'attendait pas à un tel comportement. Un camarade observe notre héros avec mépris, le qualifiant d'hypocrite, son regard dur trahit toute son animosité. Le professeur commence son cours en expliquant que le mana est une force puissante et mystérieuse, il précise que la magie représente les innombrables façons dont cette puissance peut être utilisée. Une fois que l'on maîtrise le mana, on se spécialise dans différentes classes selon les sorts appris, par exemple, on peut devenir mage, maniant la magie offensive, ou guérisseur, capable de soigner les blessures. Le professeur évoque d'autres spécialisations possibles, comme l'épéiste magique, maniant une épée imprégnée de mana, ou l'assassin des ombres, expert en discrétion et en attaque furtive, ces classes ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Une élève lève la main avec assurance pour poser une question au professeur Rod, elle s'enquiert avec curiosité de la place des classes légendaires dans le système de magie, son regard est vif, traduisant son intérêt pour ce sujet mystérieux. Le professeur explique que les classes légendaires sont appelées ainsi parce qu'elles incarnent des mythes vivants, chacune représente un symbole de sa nation, leurs exploits étant gravés dans des récits épiques, atteindre ce niveau est le rêve ultime de tout archimage. Le professeur révèle avec regret que les archimages légendaires ne sont désormais plus que des figures mythiques, si rares que même les grands maîtres se comptent sur les doigts d'une main, il ajoute que le royaume de Tati n'a pas vu naître un tel prodige depuis 700 ans. Le ton est ferme et sans appel, pour mériter sa place dans ce monde, il faut d'abord maîtriser sa magie, Rod rappelle à Mana, en particulier en tant que noble, qu'il doit dominer son mana avant ses 13 ans, afin de ne pas être distancé dès le départ. Rod s'adresse à Rod en soulignant qu'il ne reste qu'une seule personne dans la salle qui n'a pas encore maîtrisé son mana, son ton est à la fois moqueur et provocateur. Il s'adresse directement à Rod avec un sourire moqueur, lui rappelant qu'après 3 ans de cours de magie, il n'a toujours pas réussi à maîtriser son mana, son ton est clairement provocateur, mettant Rod sous pression. Rod répond froidement que cela ne regarde personne,
il affirme avec détermination qu'il maîtrisera son mana et apprendra la magie en une semaine. La classe éclate immédiatement, éclatant de rire et le ridiculisant devant tout le monde. Il ironise sur sa prétention à maîtriser la magie en seulement une semaine, le traitant de bon à rien. Son attitude provocante met une pression supplémentaire sur notre héros. Le professeur Rod observe notre héros avec un regard à la fois déçu et résigné. Il pense que malgré le temps passé, le protagoniste n'a pas mûri et reste toujours aussi vantard qu'avant. Rod, le regard déterminé, se prépare mentalement à affronter le défi qui l'attend. Il décide de patienter et de se concentrer sur sa progression, convaincu que le temps d'une semaine suffira à changer son destin. Dès là, savourant calmement son thé, interpelle quelqu'un nommé Sif, intrigué par son arrivée tardive. Son ton est posé, presque détaché, dans ce cadre raffiné. Sif, visiblement anxieuse, supplie sa mère de ne pas renier Rod de la famille. Son regard trahit une profonde inquiétude, tandis qu'elle serre les mains, espérant encore préserver les liens familiaux. La tasse de thé est brusquement renversée, éclaboussant le plateau. La voix, froide et méprisante, interroge Sif sur sa décision de supplier quelqu'un qu'elle considère comme inutile. La femme au regard dur affirme avec force que, malgré la chute de la maison Maurice, leur fierté noble demeure intacte. Elle rappelle à l'autre que Léo a maîtrisé le mana dès l'âge de 9 ans, tandis qu'elle n'a appris la magie qu'à 10 ans, soulignant ainsi une différence de valeur et d'excellence. La voix froide interroge avec mépris la place de Rod dans la famille, soulignant son âge et son manque de sérieux. Elle affirme que la maison Maurice ne peut tolérer un membre aussi frivole et inutile. Elle impose son autorité avec fermeté, ordonnant à Sif d'abandonner immédiatement toute discussion sur ce sujet. Aucun compromis n'est envisageable selon elle. Le silence s'installe dans la pièce alors que la tension est palpable. La jeune femme, inquiète, cherche du soutien auprès de Rod. Son regard trahit son désarroi face à la situation. Elle murmure, pleine d'incertitude, demandant ce qu'ils vont faire désormais. Le 7e jour commence sous un ciel clair, marquant le moment où les progrès des élèves seront évalués. Conformément à la demande de leur famille, une nouvelle étape cruciale se prépare au sein de l'académie. Les proches des élèves observent attentivement leurs performances depuis l'académie, rappelant la pression qui pèse sur eux. L'enjeu est clair, il faut désormais prouver sa valeur sans faillir. Sif est découragé, convaincu que Rod va une fois de plus déshonorer la maison Maurice. Sa mère, plus dure, rejette l'idée de perdre espoir, tandis que Sif tente timidement d'envisager un succès improbable. Le regard de Sif se perd au loin, son inquiétude palpable alors qu'elle murmure le nom de Rod. Elle doute silencieusement de sa capacité à réussir, se demandant s'il pourra vraiment accomplir ce qu'on attend de lui. Rod affiche un sourire narquois, impatient de voir Rod échouer. Il avoue avoir attendu ce moment avec impatience, prêt à savourer la chute du protagoniste. Un rival provocateur s'avance avec assurance, défiant ouvertement Rod. Il promet de lui montrer ce qu'est la véritable magie, prêt à écraser toute illusion de compétence. Son sourire arrogant trahit sa confiance inébranlable en sa propre supériorité. Le rival se dévoile pleinement, affirmant avec arrogance qu'il se spécialise en magie élémentaire. D'un geste vif, il lance une attaque enflammée, prêt à écraser Rod avec un puissant Fire Blast. Le rival se moque ouvertement de Rod, le traitant de perdant incapable d'atteindre son niveau. Il le provoque avec arrogance, défiant le protagoniste de montrer ce que sa semaine d'entraînement intensif a réellement apporté. Il se moque ouvertement de Rod, doutant qu'il puisse réellement lancer un sort. Selon eux, il n'a même pas encore maîtrisé le mana, alors la magie lui est encore inaccessible. Il s'imagine déjà sa défaite et sa détresse imminente. Elle, tenant un éventail, murmure à une autre personne que si Rod échoue à lancer un sort aujourd'hui, il sera expulsé de la maison Maurice. Leur ton est empli de mépris et de certitude quant à sa défaite. Elle exprime avec mépris qu'un paresseux comme Rod ne fait que ternir le nom de la maison Maurice. Son regard dur reflète son dédain profond envers lui. Malgré les doutes, il lance un sort puissant, invoquant une créature spectrale enflammée d'un bleu intense. Son cri magique résonne, révélant une maîtrise inattendue du mana. Le protagoniste montre enfin l'étendue de son pouvoir. Le protagoniste se concentre intensément, déterminé à donner le meilleur de lui-même cette fois. Une énergie bleutée et puissante émane de ses mains, signe qu'il puise profondément dans son mana. Sa résolution est claire, il est prêt à tout donner. La dalle de pierre vient de se briser en 1000 morceaux, signe que le sort lancé a eu un impact dévastateur. Cette destruction inattendue marque un tournant dans l'épreuve. L'atmosphère devient lourde, chargée de tension et de surprise. Elle, au regard ébloui, réalise avec stupeur que Rod a réussi son exploit.
sa surprise et son admiration sont palpables, marquant l'importance de ce moment. La stupeur envahit les spectateurs qui peinent à croire ce qu'ils viennent de voir, ils réalisent que c'est bien Rod qui a accompli cet exploit, un fait jugé impossible jusqu'ici, leur incrédulité souligne à quel point la réussite du protagoniste dépasse toutes les attentes. Un homme âgé, visiblement surpris et inquiet, s'interroge sur le moment où Rod a pu atteindre un tel niveau de puissance, il doute qu'un simple apprenti archimage, fraîchement initié au contrôle du mana, puisse déployer une force aussi impressionnante. L'incrédulité gagne un nouvel adversaire, qui refuse de croire à la supériorité du protagoniste, il s'étonne qu'un sort aussi faible ait pu surpasser sa propre puissance, remettant en question ses certitudes, son regard sombre trahit une colère mêlée à une profonde frustration. Della est interpellée avec surprise, tandis que la noble femme à ses côtés remarque que le prétendu, paresseux, dont elle parlait n'est finalement pas si inactif qu'elle le croyait. Sif, le regard brillant d'admiration, attire l'attention de sa mère en lui montrant fièrement les exploits de Rod, elle s'exclame avec enthousiasme que Rod a réussi, soulignant la réussite éclatante du protagoniste. Abasourdi, il crie le nom de Rod en refusant de croire à ce qu'il vient de voir, il l'accuse avec colère d'avoir gaspillé son énergie en utilisant la magie du feu, comme si cela allait à l'encontre de ses attentes. Charlie, le visage déformé par l'incrédulité et la colère, accuse violemment Rod de tricherie, son doigt accusateur semble vouloir désigner une injustice qu'il refuse d'accepter, autour de lui, des silhouettes se tiennent dans l'ombre, témoins silencieux de cette confrontation intense. Les murmures se propagent rapidement parmi la foule, incrédules face à la performance de Rod, tous savent qu'il sèche les cours et ne prend jamais la magie au sérieux, rendant impossible qu'il maîtrise soudainement un sort aussi puissant que le Roaring Inferno. Charlie accuse violemment Rod d'avoir utilisé des moyens déshonorants pour éviter l'exil, il l'accuse d'avoir volé un outil magique dans le trésor familial pour lancer ce sort de feu, refusant d'admettre que le protagoniste puisse réussir autrement. Le protagoniste, le regard perçant et la voix froide, défie directement son accusateur en lui demandant ce qu'il insinue exactement, sa posture reste calme mais ferme, prêt à répondre à toute accusation. L'accusateur, sûr de lui, explique que les outils magiques consomment énormément de mana, il affirme que, compte tenu des réserves actuelles de Rod, celui-ci ne pourrait lancer ce sort qu'une seule fois. Il s'adresse à Monsieur Regu, cherchant à obtenir son avis sur les accusations portées contre Rod, le protagoniste reste silencieux, observant la scène tandis que la tension monte. Monsieur Regu, d'un air grave, s'excuse auprès de Rod tout en reconnaissant que Charlie soulève un point valable, son regard trahit une certaine inquiétude face à la situation. Le protagoniste, visiblement surpris, demande des précisions sur l'accusation portée contre Rod, son interlocuteur, déconcerté, réalise la gravité de la question, Rod aurait-il vraiment triché en utilisant un outil magique? Le protagoniste se ressaisit, déterminé à agir malgré la situation délicate, il sent qu'il ne peut rester passif face à ces accusations graves. Une voix s'élève, implorant Monsieur Regu de ne pas blâmer Rod, le protagoniste, toujours attentif, observe la scène tandis que la tension autour de l'accusation continue de croître. Visiblement bouleversée, elle prend soudain la parole pour avouer qu'elle est la véritable responsable de l'utilisation de l'outil magique, son regard déterminé trahit la gravité de sa révélation, tandis que le protagoniste reste attentif à cette confession inattendue. Le protagoniste reprend confiance et affirme qu'il va gérer la situation lui-même, la jeune femme, surprise, l'appelle doucement par son nom, consciente de son intervention. Le protagoniste s'adresse à Monsieur Regu avec calme et assurance, proposant de lancer à nouveau le même sort pour prouver qu'il n'a pas utilisé d'outil magique, il cherche ainsi à dissiper les doutes par une démonstration directe. Monsieur Regu, visiblement surpris, reconnaît la proposition du protagoniste, il accepte que la capacité à lancer continuellement le sort de feu prouvera l'absence d'utilisation d'un outil magique. Monsieur Regu accepte finalement la proposition du protagoniste avec un simple « faire neuf », une aura puissante entoure désormais notre héros, prêt à prouver son innocence par ses propres moyens. Tous autour du protagoniste sont stupéfaits par la puissance écrasante qui émane de lui, leur regard trahit une peur mêlée d'admiration face à cette force inattendue, l'atmosphère devient soudain lourde, marquant un tournant décisif dans la confrontation. Un spectateur, visiblement choqué, réalise enfin que Rod n'utilise aucun outil magique pour lancer ses sorts, derrière lui, Rod concentre son énergie, prêt à démontrer sa puissance pure par lui-même.
L'incrédulité gagne les spectateurs alors qu'ils réalisent que Rhodes, autrefois considéré comme un simple raté, dégage désormais une puissance impressionnante. Un murmure choqué traverse la foule, remettant en question toute leur certitude. Leur regard trahit une profonde surprise mêlée à un début de respect. La jeune femme en blanc interpelle sa mère avec une détermination nouvelle, lui rappelant qu'elle ne pourra plus jamais envisager d'exiler Rhodes de la maison Morris. Son regard est à la fois sérieux et chargé d'émotion, marquant un tournant dans leur relation. Elle répond avec une certaine réserve, reconnaissant temporairement la place de Rhodes. Pourtant, elle rappelle que tant qu'il reste aussi paresseux qu'avant, la maison Morris ne pourra jamais vraiment l'accepter. Il s'exclame avec force, affirmant catégoriquement que Rhodes n'a pas utilisé d'outils magiques. Son regard intense et sa voix puissante cherchent à dissiper tout doute sur l'authenticité des capacités de Rhodes. Un homme salue chaleureusement Rhodes, le félicitant avec un sourire sincère. La jeune femme aux cheveux argentés semble émue, ses yeux brillants trahissant une joie contenue. L'atmosphère est empreinte de reconnaissance et d'espoir. Le protagoniste remercie Léo avec un sourire, surpris qu'il soit au courant. Son ton est à la fois sincère et un peu étonné. Il exprime son admiration en révélant qu'il a été informé des actions de Rhodes par M. Regu. Il félicite chaleureusement le protagoniste, soulignant la fierté qu'il a apportée à la famille Morris. Le protagoniste remercie son père avec un sourire confiant. Il lui rappelle subtilement la promesse qu'il lui avait faite auparavant, cherchant à savoir si elle tient toujours. Le père confirme avec assurance que la promesse tient toujours. Il annonce que la tombe des héros ouvrira dans un mois et qu'il réservera une place pour le protagoniste. Dès là au regard perçant rappelle fermement au protagoniste de ne pas déshonorer le nom des Morris. Son ton est grave, soulignant l'importance de l'honneur familial. La femme annonce que, désormais que le protagoniste maîtrise la magie, la famille lui accordera le même traitement que Léo et Sif. Elle l'encourage à s'entraîner avec diligence, soulignant les attentes élevées placées sur lui. Le protagoniste s'incline respectueusement en signe de gratitude et remercie son père avec sincérité. Son attitude reflète à la fois le respect et la détermination qui l'animent. Le protagoniste se réjouit d'avoir enfin obtenu une place dans la tombe des héros, symbole ultime de reconnaissance. Pourtant, il reste détaché, affirmant que cette bénédiction héroïque, bien que puissante, ne lui est d'aucune utilité. Le protagoniste évoque une tombe non marquée dans la tombe des héros, dont l'histoire reste un mystère. Il révèle que ce lieu abrite un légendaire épéiste magique d'une puissance incroyable, datant de l'ère primordiale. Cette révélation laisse entrevoir un passé oublié et une force colossale. Rhodes médite en silence, conscient que l'âme légendaire est sur le point de disparaître. Malgré ses efforts, il réalise que son mana actuel est insuffisant pour la ressusciter. Rhodes se rappelle que son père lui a promis le même traitement que Léo. Il voit là une occasion idéale pour renforcer sa puissance. Une servante vient annoncer que le seigneur souhaite voir le jeune maître Rhodes. Rhodes se sent prêt et déterminé. Conscient du chemin parcouru, en un mois, il a réussi à progresser du stade initial au stade intermédiaire d'un archimage apprenti. Le moment décisif est enfin arrivé. Le seigneur annonce que la tombe des héros ouvrira aujourd'hui. Il confie à Léo la mission d'accompagner Rhodes et de lui expliquer les règles à suivre. Léo commence à expliquer à Rhodes que les bénédictions héroïques dans la tombe des héros sont classées par rang. Il cherche à s'assurer que le jeune maître comprend bien les règles avant leur entrée. Le jeune maître écoute attentivement, prêt à assimiler chaque détail que Léo va lui transmettre. Sa détermination est palpable, il est entièrement concentré sur les explications à venir. Dans la tombe des héros, les bénédictions sont classées en 5 rangs selon la puissance du défunt, la durée de son enterrement et d'autres critères, du plus faible au plus puissant. Elles vont du blanc, bleu, violet, or, jusqu'au rouge. Le plus rare, ces bénédictions confèrent aux archimages des capacités supplémentaires, leur puissance augmentant avec leur rareté. Le jeune maître, curieux, demande à Léo à quel rang appartient sa bénédiction. Léo, avec un léger sourire, semble prêt à répondre à cette question importante. Le jeune maître réalise avec surprise que Léo possède une bénédiction violette, un rang prestigieux. Ce talent exceptionnel explique pourquoi il a rapidement obtenu des mérites distingués après son entrée dans l'armée royale. Le jeune maître, découragé, avoue qu'il se sent encore trop faible. À ses côtés, une femme le rassure en louant les capacités exceptionnelles de Léo. Elle souligne que recevoir une bénédiction, surtout de rang violet, est une réussite presque impossible à atteindre. La jeune femme explique à Rhodes qu'obtenir une place dans la tombe des héros est un exploit difficile, nécessitant impérativement de sécuriser une bénédiction. Elle insiste sur la rareté même des bénédictions blanches, soulignant ainsi l'ampleur du défi à relever.
Le jeune maître sourit en essayant de rassurer sa sœur, lui demandant de ne pas trop le stresser. En secret, il pense que si elle savait qu'il n'est pas venu pour obtenir une bénédiction, elle serait sûrement très fâchée contre lui. Léo informe Rod qu'il dispose de 3 heures dans la tombe des héros, tandis que lui et Sif l'attendront à l'extérieur. Il rappelle que tout dépendra de ses performances pour obtenir la faveur d'une âme héroïque et recevoir une bénédiction. Rod le remercie avant de s'engager. Elle confie qu'elle serait heureuse tant que Rod parvient à obtenir une bénédiction blanche. Son regard se fait intense, empreint d'espoir et d'inquiétude, tandis qu'elle serre un pendentif contre sa poitrine. Rod affiche un sourire déterminé, fier d'être parvenu jusqu'ici, son regard brille d'une lueur d'espoir mêlée de défi, il se prépare à affronter ce qui l'attend avec confiance. Léo conseille aux protagonistes de chercher d'abord les tombes richement décorées, car elles appartiennent généralement à des archimages renommés susceptibles d'accorder des bénédictions rares. Rod reconnaît la justesse du conseil de Léo, sans ses souvenirs de vie antérieure, il n'aurait jamais deviné qu'une légende repose sous cette tombe anonyme et ancienne. Cette révélation lui donne un nouvel espoir pour la suite de sa quête. Un homme à l'allure mystérieuse s'excuse, précisant qu'il ne souhaite offenser personne, son geste et son ton laissent entrevoir une certaine tension dans l'air. Il lance une incantation puissante, appelant un héros ancien à sortir de son sommeil éternel, une énergie lumineuse émane de sa main, marquant le début d'un rituel solennel. Une puissante force magique s'abat violemment, cherchant à briser la résistance d'une âme résiduelle. Rod est surpris par la ténacité inattendue de cette dernière, qui ose encore s'opposer à l'invocation. L'atmosphère devient électrique, annonçant un affrontement imminent. Une voix puissante s'élève, proclamant son autorité sur tous les morts vivants du monde. Cette déclaration marque l'affirmation d'un pouvoir ancien et redoutable. Une voix imposante proclame avec fierté être le nécromancien le plus puissant, le roi incontesté de tous les morts. Cette déclaration renforce l'aura de domination et de menace qui plane sur la scène. Le fantôme enflammé d'une aura bleutée s'agenouille devant le protagoniste, lui adressant un salut respectueux. Cette apparition semble reconnaître en lui une autorité supérieure, marquant un tournant dans l'invocation. L'atmosphère est chargée d'une énergie nouvelle, annonçant l'émergence d'un allié puissant. Rod fixe intensément l'âme revenue, cherchant à réveiller un souvenir enfoui. D'une voix grave, il l'interroge. « Âme revenue, te souviens-tu de ton nom ?» L'atmosphère est lourde de tension, comme si cette réponse pouvait tout changer. L'âme revenue avoue avoir oublié son nom et implore le protagoniste de lui en conférer un nouveau. Cette demande marque un moment crucial, soulignant sa dépendance totale à l'autorité du héros. Une aura bleutée intense entoure cette apparition, renforçant son lien naissant avec notre MC. Un léger sourire se dessine sur les lèvres du protagoniste, sa voix empreinte de détermination et d'autorité. Il s'apprête à conférer un nouveau nom à l'âme revenue, scellant ainsi leur lien naissant. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère pour cet allié mystérieux. D'une voix puissante et solennelle, le protagoniste confère enfin un nom à l'âme revenue, Bone Crown Bloodseat. Ce baptême marque l'officialisation de leur alliance, tandis qu'une intense lumière bleutée éclaire son visage, symbolisant la naissance d'un nouveau lien indéfectible. L'homme âgé explique à Elinor que, désormais membre de la maison Ashblade, elle gagnera sûrement la faveur des âmes héroïques et recevra une bénédiction. Il exprime son espoir qu'elle obtienne au moins une bénédiction de rang violet, soulignant l'importance de ce nouveau statut. Un homme conseille à Elinor de chercher les grandes tombes, expliquant que celles-ci abritent les sépultures de figures puissantes dont les bénédictions sont toujours précieuses. Rod découvre la tombe imposante du grand héros Illès, un lieu chargé d'histoire et de puissance. Cette sépulture symbolise l'héritage des figures légendaires dont les bénédictions restent inestimables. Sous la lumière de la lune, la statue guerrière semble veiller sur ce sanctuaire sacré. Rod réalise l'ampleur du pouvoir du héros Illès, dont la renommée atteint le sommet en tant que grand maître et archimage, presque au rang de sage. Cette révélation renforce l'importance de la tombe qu'elle contemple. Une aura de respect et d'admiration se dégage de cette figure légendaire. Rod remarque la présence d'un enfant et s'interroge sur ses intentions. Il suppose que, tout comme lui, cet enfant est venu chercher une bénédiction auprès des grandes tombes. Rod s'adresse directement à l'enfant avec une détermination froide, son regard perçant fixé sur lui. Il brandit une lame étincelante, prêt à confronter la source de cette étrange aura mort-vivante. Sa question trahit une méfiance profonde face à ce pouvoir mystérieux. Rod, en alerte, brandit son épée avec détermination, réalisant que cet enfant est un débutant dans la voie du Spellblade. Pourtant, il sent que ce jeune possède un potentiel bien au-delà de l'ordinaire. Rod met en garde avec urgence, alertant la jeune femme du danger imminent.
il révèle que la tombe est enveloppée d'une énergie obscure, suspectant que l'enfant pourrait être possédé par un esprit vengeur, son regard reste déterminé, prêt à agir face à cette menace surnaturelle. Un mystérieux personnage encapuchonné s'adresse directement à l'entité spectrale, la désignant comme un esprit vengeur. L'atmosphère est lourde de tension, tandis que le spectre reste silencieux, figé dans une présence imposante et menaçante. Le mystérieux personnage encapuchonné reconnaît l'équilibre du jeune Spellblade et lui confie la responsabilité de la situation. L'enfant, déterminé, accepte avec respect cette mission cruciale. Rod est stupéfait, incapable de comprendre comment une telle situation a pu se produire. Il réalise avec incrédulité qu'oncle Léon, pourtant un Spellblade débutant, a été vaincu par un enfant armé simplement d'une brindille. Rod observe attentivement le mystérieux individu encapuchonné, remarquant qu'il semble avoir à peu près son âge. Son regard perçant et les flammes bleues qui l'entourent renforcent l'impression d'une puissance étrange et inquiétante. Une jeune femme au regard perçant interpelle vivement un inconnu, exigeant de savoir qui il est. Elle affirme avec fierté son appartenance à la maison Ashblade, montrant qu'elle ne se laissera pas intimider. Son attitude déterminée laisse deviner qu'elle est prête à défendre son honneur coûte que coûte. Un homme à la barbe grisonnante réprimande fermement Elinor, lui ordonnant de surveiller ses paroles. Son ton est sévère, laissant entendre une autorité indiscutable. Un mystérieux individu encapuchonné affirme qu'il n'aurait lui-même pas pu vaincre Léon aussi facilement. Son ton laisse entendre une grande confiance en la force de son adversaire. Le vieil homme, le regard perçant derrière ses lunettes rondes, semble profondément intrigué. Il s'interroge avec une certaine hésitation sur la véritable nature de la chance du jeune adversaire. Son expression trahit un mélange de doute et de curiosité. Un chevalier s'adresse avec respect à son seigneur, admettant avoir commis une erreur. Il demande la permission de combattre à nouveau contre le jeune adversaire, déterminé à corriger son échec. Le chevalier, le visage marqué par la tension et la sueur, lance un avertissement menaçant. Il prévient que si le jeune adversaire tente de se mesurer à lui à nouveau, il finira enterré avec les héros défunts. Sa détermination et sa colère sont palpables. Le vieil homme, les yeux écarquillés derrière ses lunettes, est stupéfait. Il n'a même pas vu les mouvements de son adversaire et s'interroge sur la nature de sa victoire, se demandant s'il a triomphé uniquement grâce à son habileté à l'épée, sans aucune fluctuation de mana. Le vieil homme, paniqué, implore le jeune adversaire de faire preuve de clémence, son regard trahissant une peur soudaine. Son geste désespéré montre qu'il redoute ce qui pourrait arriver. Le vieil homme baisse la tête avec humilité, reconnaissant son échec à maîtriser son subordonné. Il présente ses excuses, conscient des conséquences de cette défaillance. Le vieil homme s'adresse avec autorité à Léon, exigeant qu'il vienne immédiatement présenter des excuses. Son ton est ferme, traduisant une volonté de réparer la situation au plus vite. Le subordonné, la tête baissée, s'excuse humblement auprès du jeune maître, implorant son pardon pour l'offense involontaire qu'il a causée. La nuit enveloppe la scène, accentuant la tension entre les personnages. Pour la première fois, il est battu uniquement par un combat à l'épée basique, sans aucun subterfuge. Cette réalité le terrifie profondément, son regard trahissant une peur intense. Le protagoniste rassure son subordonné, lui disant que ce n'est pas grave et qu'il n'a pas été blessé. Il lui fait comprendre de ne pas s'en faire davantage, apaisant ainsi la tension. Le subordonné, surpris et soulagé, reste figé devant cette réaction inattendue. Un homme âgé, impressionné, reconnaît que le protagoniste est un maître épéiste d'un niveau supérieur, un seigneur Spellblade. Il avoue leur ignorance passée et souligne que vaincre instantanément un débutant sans aucun artifice est un exploit qu'il n'a jamais vu, réservant cette prouesse à un grand maître. Le protagoniste réalise avec surprise que l'homme, bien qu'ayant l'air d'avoir son âge, est pourtant appelé « seigneur » par le vieil homme. Ce contraste intrigue profondément notre héros. Le protagoniste minimise les compliments en attribuant sa victoire à la chance. Pourtant, une voix off rappelle que Bladseed fut une légende en son temps, soulignant l'importance de ce nom. Le vieil homme éclate de rire, trouvant la modestie du protagoniste excessive. Il insiste avec enthousiasme sur le talent réel de notre héros, refusant de minimiser ses exploits. L'homme se présente comme Inia Ashblade, chef de la maison Ashblade. À ses côtés se tient sa petite fille, Elinor, qu'il introduit avec respect. Elinor Ashblade s'incline avec respect, s'excusant pour son impolitesse précédente. Elle se présente humblement, affirmant son identité avec courtoisie. Le vieil homme, souriant avec bienveillance, s'enquiert de l'origine du protagoniste, se demandant s'il vient de la cour royale.
il exprime son étonnement face à un jeune maître aussi talentueux en magie, soulignant l'exceptionnalité du héros. Le protagoniste se présente simplement sous le nom de Rod, précisant qu'il n'appartient à aucune faction. Il réfléchit ensuite à la puissance de la maison Ashblad, qu'il considère comme une des familles les plus influentes du Nord, surpassant largement la sienne. Le vieil homme est surpris de ne jamais avoir entendu parler de Rod et s'interroge sur le fait qu'un individu aussi puissant ne soit affilié à aucune faction. Une idée commence à germer en lui, s'il parvenait à rallier Rod à leur cause, cela pourrait changer la donne. Elle s'adresse à Rod avec un sourire chaleureux, cherchant à établir une connexion en lui demandant s'ils ont à peu près le même âge. Son ton est amical, suggérant qu'elle souhaite mieux le connaître. Les joues légèrement rouges, elle s'étonne avec douceur qu'une personne comme Rod n'ait pas encore reçu de bénédiction. Son ton est à la fois surpris et chaleureux, témoignant de son intérêt sincère. Le vieil homme tousse violemment, son corps marqué par la fatigue et la douleur, son visage exprime une lutte intense, tandis qu'il semble au bord de l'épuisement. Le vieil homme vacille dangereusement, soutenu précautionneusement par deux jeunes figures inquiètes. L'un l'appelle « grand-père » avec une voix emplie de panique, tandis que l'autre, le regard plein d'angoisse, murmure « Monseigneur », leur inquiétude est palpable face à son état fragile. Le mystérieux personnage, visage partiellement dissimulé, s'adresse à Lord Ashblad avec une voix grave. Il affirme que ce dernier semble être victime d'une malédiction liée à un esprit maléfique, tandis qu'une aura sombre et inquiétante l'entoure. Visiblement inquiet et en sueur, il supplie le maître de découvrir ce qui ne va pas avec le vieil homme. Il explique que malgré la venue de nombreux guérisseurs, personne n'a réussi à diagnostiquer son mal mystérieux. La jeune femme explique que son grand-père a été pris en embuscade par des démons lors d'une bataille il y a des décennies, et qu'il est resté dans cet état depuis. Malgré toutes ces années, aucune guérison n'a pu être trouvée. Le vieil homme, bien que faible, tente de rassurer en disant qu'il va bien. Le mystérieux personnage révèle que le mal dont souffre le vieil homme est une malédiction d'esprit maléfique imposée par des démons. Il ajoute que très peu de personnes savent comment gérer ce genre de malédiction. La jeune femme, les larmes aux yeux, implore Master Rod de trouver non seulement le diagnostic mais aussi le remède pour guérir son grand-père. Son espoir fragile transparaît dans son regard chargé d'émotion. La jeune femme, les yeux brillants de larmes, supplie avec urgence Master Rod de sauver son grand-père. Son regard est empli d'espoir et de désespoir mêlés, tandis qu'elle cherche désespérément une réponse. Le protagoniste réalise que la blessure du vieil homme provient d'un combat contre des démons, ce qui fait de Lord Ashblad un véritable héros. En tant que nécromancien, il se sent parfaitement qualifié pour traiter cette malédiction d'esprit maléfique, qu'il juge extrêmement simple à gérer. Le protagoniste affirme avec assurance que guérir le grand-père ne sera pas difficile. Sa confiance contraste avec l'inquiétude palpable des autres autour de lui. Son assurance redonne immédiatement espoir à la jeune femme, dont les larmes se mêlent à un sourire émerveillé. À ses côtés, un homme exprime son étonnement mêlé d'enthousiasme, surpris par la certitude du protagoniste. Leur foi renouvelée illumine l'atmosphère, portée par la promesse d'un miracle. Le protagoniste confirme qu'il peut guérir la malédiction, mais précise qu'il devra d'abord rassembler plusieurs objets indispensables pour l'éradiquer complètement. Un éclat de joie pure éclate chez la jeune femme, submergée par l'espoir et les larmes. Elle s'exclame avec émotion que l'état de son grand-père peut enfin être guéri. Ce moment marque un tournant, où le désespoir laisse place à une lumière nouvelle. Confiant en un objet magique, il expliquant qu'il s'agit de l'outil de communication de sa famille, il invite le protagoniste à le contacter à tout moment pour obtenir ce dont il aura besoin, promettant de préparer tout ce qui sera nécessaire. L'homme encapuchonné remet un objet au protagoniste, lui assurant qu'il viendra le chercher dès qu'il sera prêt. Il lui propose également de le contacter à tout moment en cas de besoin, renforçant ainsi leur alliance. L'homme encapuchonné acquiesce calmement, acceptant la situation avec une assurance tranquille. Son regard perçant laisse entrevoir une détermination profonde, prêt à soutenir le protagoniste dans cette quête cruciale. Le protagoniste ressent une grande satisfaction après avoir invoqué l'âme du Bladseed, ce qui a considérablement renforcé ses capacités. Il savoure les fruits de ce voyage, conscient de la puissance nouvelle qu'il détient désormais. Le protagoniste réfléchit à la puissance déclinante de l'âme du Bladseed, estimant qu'elle n'est plus qu'à 1% de sa force originelle après des siècles. Pourtant, il est convaincu qu'avec son aide, cette puissance pourra renaître et atteindre de nouveau son apogée. Un sourire confiant éclaire son visage, signe de sa détermination à restaurer cette force légendaire. Visiblement surprise et curieuse, elle interroge vivement le protagoniste sur l'identité et le rang de l'esprit héroïque qui l'a béni. Le jeune homme,
pris au dépourvu, semble hésiter face à cette question directe. Pris de panique, le protagoniste réalise qu'il a complètement oublié un détail important, il se convainc qu'il ne peut pas révéler que ses progrès dans la tombe surpassent largement n'importe quelle bénédiction héroïque. Il observe attentivement le protagoniste et déclare qu'il ne perçoit aucune bénédiction sur lui. Cette remarque directe met le jeune homme dans une position délicate, accentuant son malaise face à la vérité qu'il cherche à dissimuler. Il exprime son incompréhension face à la situation, il rappelle que la famille a payé un lourd tribut pour offrir cette chance au protagoniste, puis, il l'interroge directement sur l'absence de bénédiction reçue dans la tombe, mettant en doute ses progrès. Léo exprime sa profonde déception envers Rod, révélant qu'il espérait un changement, mais que ce dernier reste aussi décevant qu'avant. Rod admet avec un sourire qu'il n'a pas reçu la faveur des esprits héroïques, mais il reste confiant, il explique que l'épée sacrée qu'il a obtenue vaut bien plus que n'importe quelle bénédiction, de plus, il souligne que, sans nécromancien dans ce monde, une bénédiction héroïque lui serait inutile. Rod, le regard tourné vers l'horizon, décide qu'il est temps de rentrer chez lui, malgré ses inquiétudes, il espère que sa mère ne s'énervera pas à son retour. Alors que la nuit enveloppe le château sous une lune croissante, une exclamation surprise résonne, brisant le calme apparent. Della, visiblement furieuse, crie à Rod qu'il reste toujours aussi insignifiant, son poing frappe violemment une table, exprimant toute sa colère et sa déception. Della reproche au Rod l'effort considérable que ses parents ont fourni pour lui assurer cette place, exprimant son mécontentement face à sa manière de les remercier. Le jeune homme, calme mais conscient de la tension, se dit qu'il vaut mieux ne pas la contrarier davantage pour le moment. Della, le regard dur et accusateur, reproche au protagoniste son manque d'effort comparé à Léo, insistant sur le fait qu'il aurait pu obtenir au moins une bénédiction blanche. Elle annonce froidement qu'il devra intégrer l'académie de magie dans quelques jours, lui ordonnant de ne plus faire honte à la famille en restant à la maison. Elle lui ordonne de ne revenir que s'il y est absolument contraint, renforçant ainsi son rejet et sa froideur envers lui. Elle coupe net la conversation en déclarant avec froideur que le protagoniste lui a gâché l'appétit, son ton trahit un mélange de dédain et d'agacement profond. Rod réfléchit à la perspective d'intégrer l'académie de magie, surpris par cette idée, confiant en ses connaissances, il estime qu'il pourrait même enseigner aux instructeurs, il entrevoit aussi une opportunité d'y trouver des matériaux pour améliorer Bladseed. Elle se rappelle soudain d'une information importante, Claire de la maison Flora sera également à l'académie, elle lui conseille fermement de bien s'entendre avec elle, estimant que ce sera la moindre des choses à faire. Claire, amie d'enfance du protagoniste, était techniquement sa fiancée dans sa vie antérieure à cause d'un accord familial, mais jugé indigne, il fut rejeté par la maison Flora, qui rompit les fiançailles. Claire épousa alors un duc, devenant un pion politique, avant de connaître une fin tragique. Rod réalise que Claire a un caractère difficile et qu'il sera compliqué de s'entendre avec elle, il comprend aussi que sa mère ne l'envoie pas à l'académie pour son éducation, mais pour qu'il serve loyalement Claire, il se sent utilisé comme un simple pion pour préserver les relations familiales. Mais cela n'a pas d'importance, la mère de Claire l'avait bien traité dans sa vie antérieure, étant l'une des rares à ne pas le mépriser et à lui montrer de la gentillesse. Déterminé, le protagoniste se jure de changer le destin tragique de Claire, malgré les difficultés à venir, il est prêt à tout pour elle cette fois, une nouvelle résolution brûle dans son regard. 3 jours plus tard, le protagoniste arrive à la Seven City Magic Academy, une prestigieuse institution fondée conjointement par 7 villes autonomes du Nord, tous les élèves qui y étudient viennent de familles nobles, renforçant le poids des attentes qui pèsent sur lui. Rod voit son départ comme une opportunité, il est prêt à libérer tout son pouvoir et à reprendre sa place légitime en tant que monarque immortel, une détermination farouche brille dans son regard. Claire, accompagnée d'un garde du corps imposant, fait son entrée dans l'académie, son allure fière et mystérieuse attire immédiatement l'attention des élèves autour d'elle, on murmure qu'il s'agit de l'héritière de la maison Flora. Les élèves, fascinés par la beauté de l'héritière Flora, ne peuvent s'empêcher d'exprimer leur admiration avec enthousiasme, mais leur excitation est vite tempérée par la révélation qu'elle est déjà fiancée, suscitant une pointe d'envie et de frustration. Claire apprend que le plus jeune fils de Madame Morris l'accompagnera à l'académie, elle reconnaît immédiatement ce jeune homme, le qualifiant avec mépris de gâchis. Malgré la chute possible de la maison Morris, une femme affirme que Léo possède un potentiel immense, elle semble convaincre un homme, qui accepte finalement la situation, une décision importante est prise concernant l'avenir de Léo. Elle décide finalement de garder le jeune homme à ses côtés,
Convaincu qu'il pourrait lui éviter bien des ennuis, cette décision marque un tournant dans leur destin commun. Le jeune homme ne peut s'empêcher de penser que son interlocutrice reste aussi arrogante qu'à son habitude, trahissant une légère exaspération mêlée à une pointe d'amusement. Le jeune homme, appelé Master Rod, semble soudainement interpellé, son attention captée par une voix qui l'appelle, un mélange de surprise et de détermination traverse son regard, prêt à réagir à cette nouvelle sollicitation. Eleanor Ashblad exprime son étonnement en apprenant que le protagoniste va intégrer l'Académie de magie, son regard trahit une surprise mêlée d'incrédulité face à cette nouvelle inattendue. Elle s'exclame avec enthousiasme, persuadée que Master Rod est venu pour une raison cruciale, selon elle, il s'agirait peut-être d'enquêter sur des familles complices avec des démons. Le jeune homme demande à ce qu'on ne l'appelle pas Master en public, affichant une légère gêne, la jeune femme, surprise, promet de ne plus recommencer, obéissant sans discuter. La jeune femme cherche à savoir comment elle doit désormais l'appeler, refusant de continuer à utiliser un Master, Rod répond simplement de l'appeler Rod, avant de s'enquérir avec attention de l'état de santé de son grand-père. La jeune femme informe que son grand-père est toujours dans le même état, mais qu'ils ont presque terminé de rassembler les matériaux demandés. Rod lui répond calmement de venir le trouver à l'académie lorsqu'ils seront prêts. Claire interpelle Rod avec insistance, lui demandant ce qu'il attend pour agir. Sa posture confiante et son ton pressant montrent qu'elle ne compte pas laisser le temps filer. Autour d'elle, plusieurs personnes l'observent, témoignant de l'importance de ce moment. Rod, surpris et troublé, se demande qui est cette jeune femme. Il est également choqué par son audace à s'adresser ainsi au maître. La jeune femme reproche au protagoniste sa faiblesse, rappelant que leur mère comptait sur lui pour la protéger, alors que c'est elle qui devrait veiller sur lui. Rod reste silencieux, visiblement surpris par ces paroles. Autour d'eux, plusieurs personnes chuchotent, intriguées par la présence du jeune homme. Ils se demandent qui il est et comment il ose se tenir si près de Claire, ce qui souligne son statut mystérieux et inattendu. Un murmure parcourt la foule. Anderson, fils du Seigneur Rune, serait un personnage redouté. On raconte même que son père avait envisagé une alliance avec la maison Flora. Sa réputation inquiétante grandit, notamment parce qu'il déteste que quiconque s'approche de Claire. Anderson Rune apparaît soudainement, son regard perçant fixé sur Claire, tandis qu'il l'appelle avec une intensité inquiétante. Son sourire dévoile une certaine malice, laissant présager une confrontation imminente. Il s'approche de Claire avec un sourire enjoué, lui reprochant de ne pas l'avoir prévenue de sa présence. Il insiste en affirmant qu'il serait venu la raccompagner. Anderson Rune, le plus jeune fils du Seigneur Rune, est présenté avec un visage impassible. Dans sa vie passée, il aimait se montrer devant les filles et harcelait notre héros sans raison. Rien n'a changé pour lui dans cette nouvelle vie. Claire, visiblement agacée, interpelle fermement Anderson en lui demandant de la laisser tranquille. Son ton est direct et sans appel. Anderson, le visage partiellement dans l'ombre, tente de briser la froideur de Claire en lui rappelant ses sentiments pour elle. Son regard intense et son sourire inquiétant renforcent la tension palpable entre eux. Il insiste, cherchant à la faire céder malgré son refus clair. Claire, le regard furieux et le poing serré, clame haut et fort qu'elle se moque de son statut et lui ordonne de rester loin d'elle. Son ton est ferme, sans la moindre hésitation. Anderson, le visage marqué par la colère, serre son poing avec force et lance un défi direct à celui qui ose s'interposer. Son regard perçant et ses yeux brillants traduisent toute la tension de la situation. Il exige de connaître l'identité de cet inconnu avec une voix dure et sans compromis. Un nouvel adversaire surgit, son visage déformé par une expression malveillante et ses yeux rougeoyants. Il reconnaît immédiatement l'ennemi, le traitant de déchet de la maison Maurice avec un mépris évident. Sa posture agressive annonce un affrontement imminent. Elle est visiblement surprise et touchée par le geste de quelqu'un qui prend sa défense. Son regard trahit une émotion mêlée d'incrédulité et de gratitude. Elle se demande intérieurement pourquoi il agit ainsi pour elle. Anderson, dégageant une aura menaçante et une énergie bleue intense, et s'emporte contre celui qui trouble sa tranquillité. Sa colère éclate, défiant quiconque oserait gâcher son plaisir. Le protagoniste, visiblement sous le choc, tente de répondre. Anderson intervient rapidement, rappelant au protagoniste que ce n'est pas l'endroit pour se battre. Ils insistent sur le fait que trop de témoins sont présents et que les alliés de la maison Flora sont encore dans les parages. Plusieurs hommes apparaissent, affichant une attitude sérieuse et prudente. L'un d'eux, au regard perçant derrière ses lunettes, déclare que le jeune homme a eu de la chance cette fois-ci. Leur présence rappelle la tension palpable et la nécessité de rester vigilant. Le protagoniste, le visage marqué par la tension,
se précipite en avant, suivi de près par ses hommes, malgré leur statut de simples subalternes, leur détermination et l'intensité de leur regard ne passent pas inaperçus, l'atmosphère est lourde, et une inquiétude sourde s'installe parmi les témoins. Elle reproche au protagoniste son imprudence, soulignant que même la maison Flora évite de s'attirer les foudres du Seigneur Rune, elle exprime son inquiétude, consciente que ses ennuis commencent à cause de lui. Le jeune homme interroge la femme, lui demandant si elle veut vraiment s'impliquer avec lui, elle répond avec mépris, lui conseillant plutôt de s'inquiéter pour lui-même, car il a provoqué Anderson, qui ne laissera pas passer cet affront. La jeune femme blonde interroge Claire sur l'identité d'un homme mystérieux, Claire, calme, explique qu'il s'agit du plus jeune fils de la maison Maurice. La jeune femme aux cheveux noirs murmure avec inquiétude qu'elle a entendu parler du soi-disant jeune maître gaspilleur, la blonde, surprise, demande à baisser la voix pour ne pas attirer l'attention. La mère de Claire lui a demandé de veiller sur le jeune maître à l'école, mais celui-ci ne fait que lui causer des ennuis. Malgré tout, Claire semble un peu dépassée par la situation, sa camarade blonde taquine Claire en remarquant qu'elle a désormais un acolyte. Le protagoniste, visiblement désintéressé, considère les enseignements des archimages débutants comme inutiles pour lui, il se remémore cependant un objet mystérieux conservé dans la réserve magique de l'Académie, nommé l'arme des morts. Le protagoniste se souvient d'un cristal de pouvoir ancien, appelé l'arme des morts, laissé par des âmes antiques, ce cristal pourrait considérablement renforcer la puissance du Bladesite. Le cours se termine brusquement sur l'ordre du professeur, qui déclare la séance close, les élèves, dispersés dans l'amphithéâtre, se préparent à partir tandis que le protagoniste tient des parchemins froissés. Le cours enfin terminé, une camarade blonde s'étire avec soulagement en exprimant son envie de s'amuser ailleurs, pendant ce temps, une autre élève, plongée dans un livre, reste concentrée malgré la fin de la séance. Anna, pleine d'enthousiasme, cherche l'approbation de Claire pour aller s'amuser. Claire, plus sérieuse, lui rappelle qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre du temps si elles veulent devenir des archimages. Un élève au regard perçant et au sourire énigmatique suggère qu'une petite pause ne ferait pas de mal, brisant ainsi la tension ambiante. Un élève au regard perçant encourage Anna avec enthousiasme, saluant son envie de faire une pause, son sourire et son ton affirmé détendent l'atmosphère, offrant un moment de légèreté au sein de la rigueur ambiante. Un élève au charisme débordant annonce avec enthousiasme avoir réservé un banquet à la taverne de Cristal pour célébrer leur premier jour d'école, son énergie contagieuse semble promettre un moment de fête et de détente pour tous. Un élève s'interroge sur le coût du banquet, trouvant l'idée trop chère. Anderson, sûr de lui et souriant, affirme que le prix importe peu tant que tout le monde est présent, l'ambiance reste légère, avec Anna visiblement excitée et Claire plus réservée en arrière-plan. Un élève au sourire confiant interpelle Claire, insistant pour qu'elle participe au banquet, il souligne avec assurance que c'est ainsi qu'un fils de seigneur devrait se comporter. Un élève lance une pique cinglante, insinuant qu'un certain héritier de famille ne vaut rien et n'accomplit rien, son regard dur et son ton méprisant trahissent une provocation directe. Un élève insiste avec empressement pour que Claire l'accompagne au banquet, sa voix pleine d'espoir et de douceur. Claire, visiblement hésitante et mal à l'aise, semble prise au dépourvu par cette demande insistante. Un serviteur informe avec empressement que les objets demandés sont prêts, parmi eux, un insigne de communication de la maison Ashblad, symbole d'autorité et de lien privilégié. Le protagoniste, le regard sérieux et déterminé, donne une instruction claire, il demande à être rejoint à la taverne de Cristal, son ton ne laisse place à aucun doute sur l'importance de ce rendez-vous. Un élève, visiblement agacé, interpelle Rod avec fermeté, lui reprochant de s'incruster sans permission, son ton est autoritaire, marquant clairement son refus de la voir les accompagner. Dans une atmosphère teintée de mélancolie, le protagoniste se remémore un passé où Claire avait disparu plusieurs jours après ce rassemblement. À son retour, elle était profondément sombre, son regard chargé de tristesse. Le regard du protagoniste se fait intense et déterminé, ses yeux brillent d'une lueur mystérieuse, il décide fermement de suivre les événements pour comprendre ce qui se trame. Rod, visiblement frustré, proteste vivement d'être ignoré. En face, une élève ferme lui rappelle que l'école est terminée et qu'elle n'a pas besoin de la suivre, marquant clairement son refus. L'atmosphère se tend alors que les tensions entre elles deviennent palpables. Un personnage au sourire éclatant intervient pour apaiser la tension, proposant que Rod soit accepté parmi eux s'il souhaite venir. Derrière lui, deux silhouettes féminines l'observent, marquant un léger changement dans l'atmosphère. Le protagoniste,
le regard enflammé et empreint de colère, se sent trahi et humilié, sa détermination se renforce, prêt à riposter pour laver son honneur, une menace claire se dessine dans ses mots, il compte donner une leçon à son adversaire. Au sourire éclatant, il loue la générosité du jeune maître Anderson avec une pointe d'admiration et d'ironie, son regard brille, tandis qu'il semble à la fois sincère et un peu moqueur. Derrière lui, une silhouette féminine reste silencieuse, observant la scène. Il propose que Rod les accompagne, suscitant une remarque moqueuse sur son obsession apparente pour Claire. Le protagoniste, visiblement tendu, semble troublé par cette situation. En arrière-plan, une silhouette masculine avance calmement vers eux, ajoutant une nouvelle dimension à la scène. Le jeune maître Anderson invite tout le monde à profiter de sa générosité, lançant un toast chaleureux. Autour de lui, ses compagnons éclatent de joie, célébrant son geste avec enthousiasme. L'ambiance devient soudainement festive, marquant une pause dans les tensions précédentes. Le protagoniste observe avec une inquiétude grandissante les armes tachées de sang posées devant lui. Il réalise que ces personnes cachent une réalité bien plus sombre qu'il ne l'imaginait. Une tension palpable s'installe, trahissant un danger imminent. Son regard s'embrase d'une lueur féroce, trahissant une détermination inébranlable face au danger imminent. Le protagoniste semble prêt à affronter la réalité brutale qui l'attend. Le protagoniste comprend que ces hommes vivent pour le sang, l'alcool et la beauté. Il réalise que Claire, célèbre pour sa beauté, est au cœur de ce passé qu'il tente d'oublier. Un jeune homme saisit doucement le poignet de Claire, l'incitant à partir. Il lui rappelle que la nuit est avancée et que sa mère va s'inquiéter, lui proposant de rentrer chez elle. La jeune femme s'adresse avec colère à Rod, lui reprochant de suivre le groupe et d'essayer de faire partir Claire avant même que la fête ne commence. Sa détermination éclate dans son regard tandis qu'elle exige des explications, défiant ouvertement Rod. Elle répond à Rod avec une certaine hésitation, expliquant qu'elle a promis à Hannah de ne pas revenir sur sa parole. Son regard trahit un mélange de détermination et d'inquiétude face à cette décision. Le protagoniste s'interpose avec fermeté, rappelant à Rod que Claire est son invitée et qu'il doit cesser de provoquer. Il le met en garde, lui reprochant son manque de respect et l'interrogeant sur l'éducation qu'il a reçue de sa famille. Son regard est dur, déterminé à défendre Claire coûte que coûte. Un homme musclé et souriant s'approche du groupe en lançant une remarque moqueuse. Intrigué par la scène qui se déroule devant lui, l'ambiance semble soudainement changer, attirant l'attention de tous dans la pièce. Un homme musclé, tenant une chope à la main, s'avance en lançant une remarque moqueuse. Il raille les jeunes nobles présents, les accusant de préférer faire la fête ici plutôt que de rester choyés chez eux. Son sourire narquois et son attitude provocante attirent tous les regards. Son regard devient fou et son sourire dément éclate, alors qu'il se moque ouvertement en désignant Claire comme une bombe au milieu de la scène.